Ça y est, je pars à Rennes. Vous allez venir avec moi, on va découvrir la transcommunication hypnotique, TCH, avec Jean-Jacques Charbonnier, Étienne Dupont. Je crois qu'on va bien s'amuser. On y va? Et me voilà maintenant à Rennes, devant la porte, avec Jean-Jacques Charbonnier et Étienne Dupont. Pendant que je filme Jean-Jacques Charbonnier et Étienne Dupont qui accueillent les futurs TCHistes, je repense aux mots pleins d'humour que j'ai lus il y a quelques jours dans un des livres de Jean-Jacques Charbonnier qui s'appelle « Cette chose ». Il y écrit « Avant que la chose surgisse dans ma vie comme une sorte d'électrochoc salvateur, j'étais ce qu'on appelle un abruti intégral. 22 ans après cette première transformation, je suis passé du stade d'abruti moyen à celui d'abruti léger pour finalement devenir la personne que je suis aujourd'hui. » On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un médecin va s'intéresser à ce domaine un petit peu particulier quand même de l'existence d'une vie après la vie. Il faut savoir que ses études de médecine terminées, sa thèse de doctorat en poche, le jeune docteur Charbonnier pensait s'installer en tant que médecin de campagne. Et pour s'y préparer au mieux, parce qu'il est très sérieux, il a souhaité faire un stage dans un SAMU. Or, lors d'une intervention sur les lieux d'un grave accident, alors qu'il voulait sauver la vie d'un homme, il a été en contact avec ce qu'il va appeler par la suite cette chose. Il va écrire à propos de ce moment très difficile où cet homme est en train de perdre la vie. Son souffle bruyant se ralentit puis s'arrête. Ses pupilles se dilatent comme le ferait une tache d'encre sur un buvard céleste. C'est très doux et très calme. Je sens très nettement l'inconcevable. Une présence vivante et joyeuse qui quitte son corps par le haut de son crâne et qui frôle mon visage sur la droite. Oui, cela peut sembler stupéfiant et incompréhensible en de telles circonstances, mais c'est vivant et joyeux. Une libération, une continuité de vie. C'est évident et indicible. C'est magnifique et émouvant. De l'amour pur, c'est la chose. Ce scientifique, biberonné au matérialisme, entre brutalement dans une expérience essentiellement spirituelle. Et ça le fait rentrer, lui, en dissonance cognitive avec son propre apprentissage. D'un côté, il a ses connaissances et de l'autre, il a ce vécu. Il veut comprendre. Il est rentré chez lui, il a annoncé à sa femme qu'il ne voulait plus devenir généraliste. Il lui fallait étudier ce qui se passe réellement au moment de la mort et des comas. Il est devenu anesthésiste réanimateur. Il a participé à beaucoup de conférences permettant aux gens qui l'écoutaient de s'interroger sur la conscience, sur la vie après la mort ou la vie après la vie, comme l'a appelé le docteur Raymond Moody, qui est un psychiatre qui fait partie de ces pionniers de ce domaine, où on essaye de comprendre ces expériences de mort imminente. Il faut savoir que les expériences de mort imminente ou expériences de mort provisoire, comme les appelle le docteur Jean-Jacques Charbonnier, sont des moments où des personnes, soit suite à un accident, à une maladie grave, un coma, ou même durant une méditation, vont vivre quelque chose de vraiment très étonnant. On connaît souvent ces récits dans lesquels des personnes sortent de leur corps, voient des personnes défuntes, voient des membres défunts de leur famille, des êtres de lumière, partent dans un tunnel parfois lumineux ou sombre, dans lequel d'autres êtres sont présents. Ils arrivent dans une lumière, un amour indicible, inconditionnel, et ils vont revoir aussi toute leur vie, ce qui va leur permettre de comprendre le sens des choses. Et c'est aussi tout ça qui fascine le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il a d'ailleurs très souvent confié qu'il a pu constater que les personnes qui vivent une expérience de mort imminente reviennent avec une certaine confiance. Ils n'ont plus peur de la mort. C'est une raison qui l'a poussé à créer la transcommunication hypnotique, parce qu'il s'est dit, il est peut-être possible de créer quelque chose qui permette d'avoir les mêmes bienfaits, entre guillemets, qu'une expérience de mort imminente, sans devoir passer par le fait d'être proche de la mort. Alors retour à notre séance à nous de transcommunication hypnotique. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes prêt pour la Ça va deuxième? Oui, comme chaque fois. Alors on y va. C'est plaisir. Ça commence par cette salle dans laquelle on va s'installer, une salle qui est suffisamment vaste pour accueillir 45 personnes. La TCH, parce que vous savez qu'elle a débuté en 2014 au Canada. Et quand j'ai débuté ces ateliers, j'étais bien loin de penser
quelques années plus tard, maintenant, il y aurait ce succès incroyable. Grâce à vous, grâce à ce que vous pouvez partager en famille, sur les réseaux sociaux. Jean-Jacques Charbonnier nous explique aussi qu'il se situe dans un courant de pensée dans lequel la conscience n'est pas issue du cerveau, elle est extraneuronale. Il a développé un concept dans lequel il y aurait donc une conscience analytique cérébrale, la CAC comme il l'appelle, qui est un outil pour fonctionner au quotidien, et une conscience extraneuronale, une conscience intuitive extraneuronale, la CIE. Évidemment, vous avez compris que la conscience analytique cérébrale est l'outil qui nous permet de prendre des rendez-vous, d'organiser notre temps, d'apprendre, de travailler, etc., de fonctionner dans le monde. Et la conscience intuitive extraneuronale est cette conscience à laquelle nous tentons d'accéder par la transcommunication hypnotique. Jean-Jacques Charbonnier va nous expliquer que la TCH peut nous aider à libérer des tensions et des émotions, mais qu'il ne faut pas s'attendre à vivre quelque chose de précis. Il va nous dire aussi qu'il y aura des ressentis parfois même infimes. Il y aura tout un travail d'investigation à faire. La conférence terminée et une petite pause, nous pouvons nous installer maintenant dans les fauteuils relax qui nous attendent au milieu de la pièce. Avant de commencer notre voyage, nous allons pouvoir bénéficier d'une sorte de mise en sécurité, de protection. Une paume de main vers le haut, une paume de main vers le bas. Il y a un petit rituel, des paroles que prononce très bas Jean-Jacques Charbonnier, accompagné par Étienne Dupont. Et après cette mise en sécurité, nous allons entrer dans l'expérience. Tout doucement, nous sommes portés par la voix et la musique. Donc Jean-Jacques Charbonnier pose sa guidance. Il rassure par ses mots, établit une direction, une connexion avec nous, pendant qu'Étienne Dupont communique lui à travers sa musique. On ressent bien là une modulation qui harmonise et qui vise à établir un pont entre notre plan de conscience et un espace vraiment subtil et invisible. Nous devenons à ce moment-là des TCHistes. Avec nos casques sur les oreilles, nous entrons pour la plupart d'entre nous dans cet état, ce fameux état modifié de conscience. Et là, chacun va parcourir ce voyage personnel et intime, à la rencontre des sensations, des images parfois, des goûts, des odeurs et même, pour moi notamment, des douleurs. Je vais avoir mal partout, je vais voir plein de choses. Je vais être des couleurs, je vais voir des formes géométriques, il va se passer un tas de choses. Parce que nous avons tous des attentes différentes. Certains me confieront avoir l'espoir de rencontrer une personne ou un animal parti de l'autre côté. D'autres m'expliqueront qu'ils souhaitent obtenir des réponses à des questions. Et puis certaines personnes vont juste vouloir découvrir ce que la TCH peut avoir à dévoiler. Et je vais voir lors du débriefing que chaque personne a vécu quelque chose de particulier, d'unique. Alors certains vont nous dire qu'ils n'ont rien ressenti, rien vu. Et puis ça va se révéler par la suite, nous explique Jean-Jacques Charbonnier. Et il va même nous dire qu'on aura tout un travail d'enquête pour donner du sens à ce qu'on a vu et ressenti. Jean-Jacques Charbonnier dit qu'il est possible qu'il y ait des informations et qu'on pourra retrouver plus tard. C'est d'ailleurs mon cas. J'ai eu des informations et j'en ai compris la raison plus tard. Durer la séance. Pour faire ça, on met la paume de la main gauche vers le haut, elle reçoit les énergies, et la paume de la main droite vers le bas, elle est restituée au haut. On remercie nos guides de nous avoir accompagnés et d'avoir intercédé en notre faveur pour que cette séance se réalise de la meilleure des façons possibles. On les remercie pour les messages que nous avons reçus, pour les messages que nous avons pu envoyer à nos êtres chers qui sont dans le monde invisible, pour les messages qui nous ont pu nous adresser, qui nous adresseront plus tard sous forme de rêves, de synchronicité ou de signes. Pour les messages que nous avons oubliés, que nous retrouverons plus tard, pour les informations que nous avons reçues pour nos chemins de vie ou ceux de nos proches, pour les soins énergétiques que nous avons reçus pour nous ou pour nos proches, pour l'expérience que nous avons vécue ensemble cet après-midi, nous remercions nos guides. Les entités reviennent dans leur plan.
On se concentre sur ses intentions et sur ses remerciements pendant une petite minute. Je vous remercie. On va vous laisser poser tout ça. Les informations sont arrivées. Certaines sont fugaces, alors il faut qu'on vous laisse tranquille pendant quelques minutes pour que vous puissiez imprimer ce que vous avez reçu. Peut-être voulez-vous écrire quelques mots sur les papiers. Alors voilà, ça y est, notre séance de TCH est terminée et c'est maintenant l'heure du débrief. Durant le débriefing, chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a envie, son expérience singulière. On va entendre des histoires incroyables comme d'autres beaucoup plus simples. On va parler de légèreté, par exemple, on va parler de voyage. D'autres vont dire qu'ils n'ont pas vu grand-chose, pas ressenti grand-chose, si ce n'est un moment de bien-être. D'autres personnes, à part moi, ont ressenti de la douleur. Alors, c'était un moment assez difficile à passer, mais il paraît que ça peut aider, je ne sais pas. Les perceptions somesthésiques, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une perception médiumnique, c'est-à-dire que c'est un défunt qui veut se manifester par un problème qu'il avait. Donc il faudra voir s'il n'y avait pas un de vos proches décédés qui avait un problème au bras, par exemple. Donc ça, c'est une perception somesthésique. Par exemple, un médium va dire « j'ai très mal au cou », comme si, voilà, c'est un défunt qui s'est pendu, qui a voulu, pardonnez-moi la brutalité des choses, mais qui a voulu se manifester de cette façon. Soit c'est un soin énergétique. Donc c'est vous qui avez la réponse. Certains auront eu la chance de rencontrer des êtres de leur famille. Et je me souviens d'une personne qui disait que ce moment avait été assez désagréable parce qu'elle avait vu son mari et elle avait eu l'impression qu'il rentrait à l'intérieur de son cœur. Il est rentré dans votre cœur, c'est une belle image. Ça peut surprendre, mais c'est quand même beau comme image. C'est votre compagnon de vie, il est rentré dans votre cœur, ça veut dire qu'il est dans vous déjà, et qu'il participe à votre vie de tous les jours. Non, ça vous fait pas cette impression? Émotionnellement, c'est fort. Il était là, il était avec vous, et il est rentré avec vous. Comme vous dites, il est rentré dans moi. C'est quand même bien, non? Bon, merci. J'ai entendu aussi que certains avaient vu des animaux. Jean-Jacques Charbonnier nous parlera d'animaux totems et d'aller regarder les significations. Vous regarderez tout ça, parce que chaque animal a un symbole et on vous envoie des images, des animaux totems, et voilà, ça peut pouvoir vous parler. Et il y a eu le témoignage de rencontres avec des personnes défuntes parties de l'autre côté, ou juste la sensation de présence. Qui ça pouvait être la présence, sans réfléchir? Il y a aussi des personnes qui vont se souvenir avoir visité des endroits comme si c'était du passé. Ils se retrouvaient dans des moments du passé. C'est peut-être une de vos vies antérieures, hein, c'est possible. Certaines personnes ont dit avoir vu des gens qu'ils ne connaissaient pas et Jean-Jacques Charbonnier nous dira qu'on peut être une forme de médium pour d'autres personnes. Et pour ceux qui rapportent avoir eu du mal à rentrer dans le processus de TCH, peut-être le mieux c'est de vous faire accompagner par un hypnothérapeute qui vous apprendra à lâcher. Oui. Pas si étrangement que ça, il y a également des visions apocalyptiques suivies de moments beaucoup plus paisibles. Merci, c'est un beau message d'espoir et c'est assez récurrent hein, dans les témoignages qu'on a. Des visions apocalyptiques un petit peu et puis après un renouveau comme si on était en train de changer de plan et d'énergie vibratoire. On est en pleine transition et il y a plein d'éléments qui nous font dire ça. Merci. Même les médiums le ressentent. La transcommunication hypnotique permet un tas de choses, mais aussi des rencontres peut-être inattendues. Alors qu'en est-il des personnes qui ont mis volontairement fin à leur jour? La TCH nous donne pas mal d'espoir par rapport aux suicidés, alors que les religions ont tendance d'enfoncer les familles qui sont déjà dans le désespoir et la tristesse. Ben, la TCH fait le contrepoids en nous disant chaque fois que les gens qui sont suicidés, eh ben, ils ne sont pas du tout en enfer. Hein. Ils sont bien sur l'autre plan eux aussi, puisque de l'autre côté, tout est miséricorde et amour. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des sanctions imbéciles comme on le prétend dans la religion, dans certaines religions. Merci. On a fait le tour. Ah oui. J'ai un petit truc à dire. Je crois qu'on s'est baladé ensemble dans un château, là, monsieur. J'y étais avec un escalier. J'ai vu un livre avec des enluminures. Et puis, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais il y avait un chat, une chatte en fait, blanche et noire. Ça ne me parle pas à moi, non? Ça vous parle, madame? Un chat blanc et noir. Blanc et noir?
Ah, non. Vous avez eu un chat aussi? Bon, alors c'était... Merci. Ah, vous l'avez pas dit ça? Vous ne l'avez pas dit? Oui, il y en a beaucoup qui parlent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien vécu. Parce que souvent, les gens, c'est un peu compliqué de parler en étant, voilà, sans se connaître. On dit des choses ici qu'on ne dirait même pas à sa propre famille, parce qu'on passerait peut-être pour des allumés, mais ici, on a l'impression de faire partie de la même famille. On fait des confidences que peut-être on ne ferait pas à des amis plus proches que ceux qui participent à ces ateliers. Voilà, ben, vous voyez, la TCH, bon, il y a de tout, il y a des guérisons, il y a des contacts avec des défunts, c'est un petit peu ça, la TCH, avec des choses désordonnées qu'on ne comprend pas, des images qui arrivent et qu'il va falloir interpréter. Donc il va falloir faire beaucoup de travail pour essayer de savoir à quoi correspondent ces impressions, ces images que vous avez reçues, en faisant vos recherches personnelles sur Google. Vous tapez Animal Totem, par exemple, pour les animaux, les couleurs, la signification des couleurs. Jung a fait beaucoup de recherches sur les rêves et donne pas mal de clés. Donc on nous envoie des images et puis c'est à nous ensuite à savoir les reconstituer. Et puis vous aurez à faire progressivement votre TCH, un texte. J'espère qu'on pourra le lire et avec votre autorisation, on le partagera sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a vraiment que ça pour faire connaître la TCH. Il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas assister à ces séances et le seul fait de vous lire, ça a une action thérapeutique à la fois sur les angoisses de la mort et aussi sur les souffrances du deuil. Donc merci de le faire ça parce que ça nous permettra d'échanger. Donc on espère avoir bientôt de vos nouvelles par écrit. On espère que cette séance vous aura apporté des choses positives dans vos chemins de vie, en tout cas qu'elle restera dans vos cœurs, et que vous nous écrirez bientôt pour ce compte rendu. Et on espère peut-être avoir l'occasion de se revoir un jour, ici ou ailleurs. Merci beaucoup, bonne rentrée chez vous, et bonne vie à tous. Merci. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Donc vous avez vu que je suis en compagnie du très connu Jean-Jacques Charbonnier. On a fait un petit reportage tout à l'heure et puis une TCH. Et maintenant, c'est l'heure des questions, les questions que vous nous avez posées via la vidéo. Donc je pense que vous allez nous faire le plaisir de répondre à tout le monde et à tout. Puis alors je vous dis, il y a plein de questions. Hein. Mes lunettes. Et je n'ai pas triché, je ne les connais pas. Et non, j'ai vérifié, il n'a pas cherché. Non. On s'est vu tout à l'heure, j'ai fait une super expérience de TCH et puis durant la petite vidéo de présentation que j'avais faite de votre travail, mon fils s'était posé quelques questions et j'ai vu que certaines personnes aussi ont posé des questions sur le fonctionnement de la TCH. Donc, la première question, c'est comment vous procédez ? Ouh là 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 là. Ça c'est une question vache parce que c'est très large. Disons que le principe de la TCH, c'est de mettre les gens en silence intérieur pour qu'ils soient connectés à leurs intuitions et à leur conscience intuitive extraneuronale. Donc, silence intérieur, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils analysent les choses. Il ne faut pas qu'ils... voilà. Silence intérieur, parce que on analyse souvent les perceptions sensorielles, on analyse les idées qui nous traversent l'esprit. Voilà. Donc, le but de la TCH, c'est la transcommunication hypnotique. Au début, c'était axé, c'est vrai, sur le contact avec les défunts. Puisque l'idée de départ, ça a été de dire c'est dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Parce que j'avais noté, j'avais noté que les gens qui vivaient ces arrêts cardiaques et qui avaient ces expériences étaient apaisés par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort. Donc je me suis dit, on va essayer de mettre les gens sous hypnose et de reconstituer l'expérience. Et ça a été le point de départ lorsque j'ai débuté ces ateliers au Canada, c'était en 2014 à Montréal.
c'était ça l'idée de départ. Et puis il n'y avait pas 45 personnes, hein, il y en avait 4 ou 5. Voilà. Vous avez commencé avec 4 ou 5 personnes? Oui, parce que la ouais. première séance, je me souviens très bien, c'était avec Jean-Charles Chabot. D'accord. J'étais très impressionné parce que lui, il avait beaucoup de notoriété dans le domaine de l'hypnose spirituelle. Et on me l'avait présenté comme étant voilà, celui qu'il fallait approcher quand on était à Québec ou au Canada. C'était l'expert, on va dire, de l'hypnose spirituelle. Et de savoir qu'il était là parmi les 5 ou 6 premiers participants, bon, je n'étais pas très rassuré. Puis ça s'est très bien passé, il a eu une expérience personnelle qui m'a impressionné. Ouais, j'ai dit, waouh, quand même, c'est quand même pas mal cette TCH. Transcommunication hypnotique, en référence à la transcommunication instrumentale. Tout à fait. Donc c'était vraiment axé sur le contact avec les défunts, puisque en TCI, on essaye de contacter via les supports vibratoires, que ce soit musical ou vidéo, les défunts pour avoir des signes. Et là, c'est l'hypnose, avoir des contacts avec les défunts. Et puis alors après, donc ça a été la découverte de toute cette palette de possibles qui est donnée par la TCH. Oui, j'ai vu ça parce que certaines personnes disent avoir vu, avoir même entendu une personne, enfin un nom de quelqu'un qu'elles vont peut-être un jour rencontrer. D'autres personnes décrivent plein de sensations corporelles. Moi, j'ai vécu un truc très très étonnant. Donc, c'est vraiment une palette très vaste de sensations, d'expériences. Ouais. Et ma question, la question que j'avais préparée et que j'ai toujours en tête et que je meurs d'envie de vous poser, c'est comment vivez-vous ça, vous, personnellement? Toutes ces expériences, qu'est-ce que ça vous apporte aussi dans votre vie? Moi, ça m'apporte beaucoup parce que, en fait, c'est les gens qui m'apportent. L'expérience en elle-même, bon, je la connais. On pourrait se dire, il n'en a pas marre de répéter toujours les mêmes choses et de faire toujours le même protocole. Mais non, parce que c'est comme dans mon métier d'anesthésiste réanimateur que j'ai pratiqué pendant 35 ans. Maintenant, j'ai décidé de me consacrer exclusivement à ça. On aurait pu penser qu'il y avait une certaine lassitude. C'est vrai qu'au bout de 35 ans, quand même, il y avait une certaine lassitude. Mais par rapport au contexte médical en général, plutôt que par rapport à mon métier d'anesthésiste réanimateur, où il n'y avait pas vraiment de lassitude. Mais en TCH, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on apporte une technique aux gens, et puis c'est le retour des gens. C'est ça que le moteur. C'est ce qu'on vit au débriefing, quand les gens racontent ce qu'ils ont vécu. Eh ben, ça vous recharge en énergie, hein, vous repartez pour un tour. Hein. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de réentendre encore des gens qui ont des expériences magnifiques. Qu'est-ce que ça vous a appris sur l'humain, sur le sens de la vie, sur voilà, ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce que ça vous a appris? La TCH elle-même, pas forcément. Ça va peut-être être compliqué de dissocier tout le travail que vous avez fait sur les expériences de mort provisoire, comme vous les appelez, EMI pour ceux qui connaissent, NDE pour les autres. Qu'est-ce que ça vous a appris du coup? Ben, ça m'a appris que finalement, il y avait beaucoup de personnes, enfin, vous me direz, c'est un peu biaisé parce que les gens qui viennent à ces séances sont quand même ouverts sur ce genre d'expérience. Mais ça m'a appris que finalement, les gens se découvraient des possibilités qui étaient en eux. Ces personnes ont des possibilités en elles et elles les découvrent à l'occasion de la TCH. C'est comme un enfant qui découvre un peu des choses nouvelles. Et c'est très émouvant de voir des personnes de 70 ans disant oh, je ne savais pas que c'était comme ça, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que j'allais pouvoir revoir mon mari décédé, je ne savais pas qu'on pouvait recevoir des soins énergétiques, je ne savais pas qu'on pouvait visualiser des vies antérieures, alors qu'on a toute cette possibilité en nous. Et le fait de révéler ça aux gens, eh ben, c'est un cadeau merveilleux. On se sent vraiment, pas investi d'une mission, mais presque. On se dit, mais voilà, il faut que ça continue, quoi. Il faut qu'on apporte ça aux gens parce que c'est vraiment un plus. Moi, c'est ce que j'ai lu justement dans les questions qu'on a posées. Il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de merci, vous nous avez apporté beaucoup de choses. Et au-delà de ça, j'ai vu à quel point les gens se découvraient, avaient besoin de découvrir leur relation
avec ce monde invisible, ce monde de l'autre côté du voile. Mm. On va passer aux questions maintenant. Ah, Première. ça n'avait pas commencé. Si, mais les questions des personnes. Si, mais ça Alors. c'était les miennes et celles de mon fils. Parce que j'en ai beaucoup. Elles sont déjà pas mal. Vous voyez, Oui. petite sélection. Oui. Alors la question de Joël, qui parle des formations. Elle demande où en sont les formations pour apprendre la TCH et sont-elles toujours réservées aux professionnels de santé? Ben, clairement non, elles n'ont jamais été réservées aux professionnels de santé. Ok. C'était la première idée qu'on avait eue pour restreindre un petit peu, parce qu'on avait eu plus de 900 demandes de personnes qui voulaient faire ces formations de TCH. Et puis l'idée, c'était au début, au tout début, c'était de faire valider ces techniques de TCH pour la médecine. Donc j'avais commencé à faire tout le cursus, à aller voir les comités d'éthique, etc. Ça, encore. Et puis j'ai vite compris que tout serait bloqué. Parce qu'on est dans un système en France qui bloque ce genre d'approche. Tout ce qui n'est pas relié aux tentacules de Big Pharma est rejeté dans notre... C'est terrible d'ailleurs, dans notre société médicale française. Tout ce qui n'est pas en relation avec Big Pharma est violemment combattu. Donc autant dire que c'était même pas la peine d'essayer de faire une étude à publier. Je l'avais prête sur les 1000 premiers donc participants. On avait fait des questionnaires et tout était bien cadré et tout. Un statisticien qui avait fait l'étude, elle aurait été publiable, mais bien sûr refusée partout parce que évidemment moi je comprends, toutes ces revues à comité de lecture sont en conflit d'intérêts avec les laboratoires, donc ils ne vont pas scier une branche sur laquelle ils sont confortablement assis en disant il y a peut-être une technique qui évite de prendre des médicaments. C'est surtout pas ça qui va favoriser ce genre d'études. Donc tout ça pour en revenir à la question initiale. Donc on avait dans une première partie du raisonnement dit puisqu'on fait une étude médicale, puisque l'objectif c'est d'apporter cette technique de TCH qui, dans les soins palliatifs ou à l'hôpital, pour les gens qui sont en souffrance par rapport à l'imminence de la mort, comme dans les soins palliatifs, ou qui sont dépressifs par rapport aux souffrances du deuil, on va apporter cette thérapie en plus de ce qu'on connaît d'habitude. C'est pour ça que je voulais publier cette étude, et c'est pour ça aussi que j'ai dit, pour faire ça, il vaut mieux que ce soit des médecins qui pratiquent la TCH. Comme ça, si c'est des médecins, ça sera plus facile. Ça n'allait pas jusqu'aux psychologues, du coup? Non, on voulait que ce soit des psychiatres, des médecins. Il y en avait qui étaient intéressés par ça parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un intérêt. D'abord, ils ont constaté que leurs patients étaient soulagés par rapport à ces souffrances du deuil, par rapport à l'anxiété de la mort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'un moment? Ils sont venus voir ce qui se passait et ils ont trouvé la technique super. Et ils ont voulu participer et faire des formations pour devenir eux-mêmes des gens qui pratiquaient la TCH en hypnose conversationnelle, pas en hypnose de groupe, dans leur cabinet. Et puis tout ça a été rapidement écarté parce que j'ai compris que jamais, en tout cas pour l'instant, on accepterait la TCH à l'hôpital parce que, à cause de ça, à cause de ce conflit d'intérêts permanent avec Big Pharma qui interdit toute approche qui ne soit pas médicamenteuse. Et d'ailleurs, on le voit, toutes les médecines holistiques sont violemment combattues, à tel point que l'homéopathie, par exemple, qui rendait beaucoup de services et qui traitait à moindre coût des patients, a été écartée, tout simplement parce que ça évite de prendre des médicaments plus chers. Donc on a supprimé carrément l'homéopathie. On a dit, voilà, on publie des études qui montrent que ça ne sert à rien. C'est toujours facile de publier des études. On sait comment ça marche. Donc quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et en matière d'études, alors là, on en a eu plein d'exemples. On peut faire dire n'importe quoi. Et ce qu'on veut aux études qui sont publiées dans des revues à comité de lecture. Donc on a prouvé que l'homéopathie n'était pas efficace, alors qu'on sait qu'elle l'est. Tout le monde le sait. Il y a des gens qui se soignent qu'avec ça. Et on a supprimé l'homéopathie de l'enseignement universitaire. On a supprimé son remboursement. Donc voilà, le prochain sur la liste, ça sera sûrement l'acupuncture, ou ça sera les ostéos.
Big Pharma s'attaque à tout ce qui n'est pas médicamenteux. Donc à partir de là, ils ont voulu tuer l'embryon dans l'œuf avant que ça devienne Ouais, je comprends. quelque chose de beaucoup plus menaçant pour eux. Et ça me fait penser, j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, cet été, le livre de Jean-Jacques Charbonnier, Hold Up sur la vérité. Donc on y découvre, je vais pas tout dire, mais c'est un polar. Et c'est un polar qui parle justement, en substance, de ce que vous venez de dire. En tout cas, je vous le recommande parce qu'il est vraiment très bien. Merci. Très bon moment de lecture. Ben oui, parce que j'ai voulu, de toute façon, je ne pouvais pas écrire un essai en racontant mon histoire parce qu'elle n'aurait pas été publiée. Alors, il est quand même précisé, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est laissée à l'appréciation du lecteur. Oui, ce n'est pas fortuit, c'est laissé à l'appréciation du lecteur. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Tout ce que je raconte dans mon livre, c'est une fiction, bien sûr, mais tout ce que je raconte dans mon livre, c'est une fiction qui pourrait être réelle, parce que ça évolue sur un fond de pandémie virale, qui est plutôt une zoonose, puisque c'est transmission d'un virus par les animaux domestiques aux humains, donc les humains sont obligés de se séparer, d'euthanasier les animaux domestiques. Dans le livre, hein. Dans le livre, oui. On imagine cette fiction terrible, et donc ça engendre tout un tas d'anxiété, de dépression, etc. Et donc c'est l'occasion pour Big Pharma de commercialiser l'Axapine, qui est un anxiolytique miracle. Avec ça, on n'a plus peur de tuer son chien, de tuer son chat, on résout tous les problèmes, etc. Et il y a cet anesthésiste qui développe une technique d'hypnose qui menace cette Axapine, et donc qui est l'objet de toutes les attaques, y compris les plus sordides. Bon, on ne va pas raconter tout, mais non, faut pas. Faut pas. On découvre, mais disons que ce roman est l'occasion de montrer les rouages de notre société française, comment ça fonctionne quand on veut flinguer quelqu'un. Et la corruption qui existe à tous les niveaux, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau politique, gouvernemental, médiatique, au niveau des médias mainstream, mais aussi juridique, encore pire. Juridique, quand même, on pourrait se dire, mais quand même, on est dans un pays de justice. Eh bien non, j'ai été victime d'une injustice. En raison de ces ateliers de TCH, tous mes avocats, il y en a eu 3 qui se sont occupés de cette affaire, m'ont dit, si vous n'aviez pas fait des TCH, jamais vous n'auriez eu cette condamnation d'interdiction de 3 ans d'exercice. Pour un patient qui prétend s'être réveillé et avoir été conscient, alors qu'il n'y a aucun signe objectif, je veux dire, il n'a pas manifesté des signes de réveil, il n'a pas ouvert les yeux pendant l'opération. Donc tout le monde pourrait dire, moi j'ai été réveillé, j'étais conscient à un moment donné dans mon anesthésie. 35 ans d'anesthésie, j'ai jamais eu un problème. Jamais. Ni en responsabilité civile, ni en responsabilité pénale. Et là, coïncidence, ce patient qui sort du chapeau et qui prétend avoir été conscient. Et à cause de ça, on me condamne dans un premier temps à 1 an d'interdiction d'exercice, ce qui est déjà complètement fou d'après mon avocat, qui est aussi l'avocat qui est au syndicat des anesthésistes. Il dit mais je ne comprends pas du tout, parce que moi j'ai des anesthésistes qui ont été en responsabilité avec des homicides involontaires, c'est-à-dire mort du patient sur table, ils n'ont pas été interdits un seul jour. Et moi je me prends 1 an. On part en appel avec un avocat plus cher, soi-disant plus performant, j'en prends 3. Ça fait rire. C'est vrai, avec le recul, ça fait rire. Et puis, je pars en cassation, puisque vice de forme, on n'a même pas eu accès au dossier médical, mais ça c'est fou. C'est comme si des prévenus n'avaient pas accès au dossier de l'instruction. Ça s'est jamais vu depuis que la justice existe. On n'a pas eu accès au dossier médical. Cassation rejetée aussi. Que fait mon assurance professionnelle? On part en Cour européenne des droits de l'homme. C'est dire quand même, si mon assurance professionnelle qui va financer, c'est quand même est convaincu que j'ai été victime d'une injustice. Mais oui, j'ai été victime d'une injustice. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, qui sont derrière vous. Oui. Votre technique est quand même de plus en plus connue. Elle est de plus en plus connue. Et puis, je veux dire, ça a été complètement stupide parce qu'on a voulu m'interdire de faire ces ateliers. Donc, on m'a menacé. Alors,
les menaces, elles ont été de tout ordre. Hein. Il y a un drone qui est venu chez moi, on m'a mis sur écoute. Ça paraît incroyable. Hein. Oui, Oui, un drone. un drone qui est venu chez moi. Et régulièrement, on voyait ce drone, un gros truc noir comme ça. On dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un voisin qui s'amuse. Et puis on est allé le voir. Il a dit, non, j'ai pas de drone. Mais d'où vient ce drone? Et j'ai eu la solution lors de ma garde à vue. Puisque lors de ma garde à vue, le brigadier me dit, mais on sait évaluer vos biens, on sait déjà combien votre maison vaut. J'ai dit, mais personne n'est venu visiter ma maison. Et c'est là qu'il me dit, mais aussi, un drone est venu. Ah, donc j'ai compris, ce gros drone noir, c'était encore heureusement qu'il n'était pas en Corse, parce qu'il se serait pris un coup de fusil. Hein. Mais moi, je n'ai pas d'arme, alors. Mais... Il n'a pas d'arme. Non, j'ai pas d'arme. On précise. J'ai que l'humour comme arme et mon stylo. Et Voilà. je fais des livres. Et le micro. Et le micro, voilà. Et Arlette nous demande, elle dit qu'elle recommence à écouter les MP3. Ça, c'est toujours Oui. pour l'organisation de la TCH. Oui. Donc, les MP3, en fait, il y a des sessions qui sont organisées de préparation à la TCH. Donc, elle écoute ces MP3 et elle vient, alors elle vous précise la date, elle vient le 23 septembre à Lyon. Oui, C'est la ben, bonne c'est date. le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Là, on est à Rennes en ce moment. Là. On est à Rennes, là. On enregistre ça. Le Et week-end c'est à Rennes. le deuxième jour et elle dit Ouais. tous les jours jusqu'au 23. Est-ce qu'elle dit, elle vous demande, que doit-on normalement ressentir dans cette préparation? Alors, c'est une préparation que j'ai voulu légère et courte. Parce que en TCH, on me dit souvent, mais pourquoi vous ne faites pas des audios de TCH d'1h30? Je ne veux pas le faire parce que il m'est arrivé de devoir être présent. Donc, pour sortir les gens de l'hypnose. Enfin, tout le monde sortirait de l'hypnose. Hein. Ça n'existe pas quelqu'un qui reste coincé. Mais disons, c'est inconfortable quand même. Il y a quelquefois des réactions assez... voilà, vous en avez vu une tout à l'heure. Oui, cette dame qui était en larmes. une Il dame a qui était fallu en larmes, oui. un petit peu... Accompagné accompagner. votre Étienne collaborateur. Dupont, oui. Étienne Dupont, Étienne Dupont, qui fait très très bien ça. Et voilà, qui s'occupait de... il s'en occupe très bien, mais il faut être là parce qu'on peut avoir des émotions très fortes, on peut avoir des sorties d'hypnose un petit peu sportives, donc il faut vraiment être là. C'est 1h30 d'hypnose profonde, donc il faut être en présentiel. Et par contre, on peut s'entraîner avec cet MP3. Alors c'est un MP3 qu'on a voulu faire pas trop long justement pour pas que les gens soient trop profonds dans l'hypnose et assez léger. Donc disons que c'est une méditation dirigée. Voilà, c'est ça. Parce que la question suivante d'Arlette, c'était est-ce que c'est vraiment une relaxation où on peut rencontrer les défunts avec le MP3? Donc, il y en a qui, la réponse est là, quoi. il y en a qui ont ça, il y en a qui ont ça, qui vont... Avec le MP3? Même avec le MP3, oui, il y en a qui ont eu des contacts avec des défunts, il y en a qui ont... Mais c'est plutôt destiné à savoir lâcher sa conscience analytique cérébrale. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas de la TCH, c'est trop léger, c'est trop court pour être de la TCH. Oui, donc la réponse pour Arlette, c'est pas forcément parce qu'elle se demande est-ce que je dois m'attendre à autre chose ou est-ce que c'est vraiment de la relaxation? C'est plutôt de la relaxation dirigée, on va dire. Et puis je crois quand même, j'ai un petit peu découvert ça tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose même lors de la TCH, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ouais. Parce que si on attend quelque chose, eh ben, on va être dans l'analytique et on va commencer à rouspéter intérieurement, ça n'arrive pas, voilà, j'ai pas de chance, pourquoi ça n'arrive pas, et voilà, c'est foutu. Enfin, oui, c'est ça. On est dans la réflexion et l'analyse de son prochain échec qu'on anticipe, et finalement ça devient un échec parce que justement on est dans cette réflexion. Donc il faut vraiment se laisser faire. On n'est pas venu chercher un contact avec un défunt en particulier, on n'est pas venu chercher une réponse à un chemin de vie, une guérison, peut-être qu'on aura tout ça, mais peut-être que ça sera totalement différent, peut-être que ça sera une chose totalement inattendue, peut-être que ça sera un seul détail, mais peut-être que ce détail va changer la vie. Oui, c'est ce que vous expliquiez en préparation, parce que Jean-Jacques Charbonnier, comme vous l'avez vu dans le petit reportage, fait toute une préparation pour expliquer qu'on peut même, ne serait-ce que ressentir, même dans les mains, ça peut être quelque chose d'important. Et après, il y a tout un travail à faire d'investigation. Voilà, comme pour faire les polars, comme pour écrire un polar, pareil. Laurence vous demande s'il y a un moment privilégié pour faire une TCH.
Par rapport à quoi? Je Par rapport à la journée? suppose, Par rapport à... alors, il n'y a pas de précision, Ouais. mais peut-être dans la vie de quelqu'un, peut-être dans la journée, Bon, on va répondre à on toutes répond aux deux. tous les versants de la question. Au début, il nous semblait que le meilleur moment pour faire des TCH, c'était le matin. Ah oui, Ouais. d'accord. Parce que les gens étaient plus disponibles et que, bon, ils n'étaient pas déjà stressés par la journée. Et c'est vrai qu'on avait des meilleurs résultats parce qu'à un moment donné, on faisait matin, midi et soir. C'était beaucoup. Ouf. On faisait 3 séances et ça, c'était beaucoup. Même pour nous, c'était beaucoup. Mm. Et on avait remarqué d'ailleurs que la 3e séance était moins bonne. Et il y avait peut-être notre fatigue aussi à nous que la première. Et donc, on en avait conclu que c'était mieux le matin. Et puis après, on a constaté que dans certaines séances, c'était l'inverse. C'était mieux l'après-midi. Mais en tout cas, on a constaté aussi que c'était mieux quand les gens étaient le plus disponibles. C'est-à-dire en période de vacances, eh ben, c'est mieux. Probablement parce que les gens sont plus ouverts, ils sont moins stressés, ils ont moins de problèmes. Donc, l'analyse, ils ne sont pas perturbés parce que même dans ces moments-là, il doit y avoir certaines personnes qui ont des réflexions personnelles par rapport à leur vie. Tiens, est-ce que j'ai envoyé le mail là au bureau? Ah, c'est pas impossible. Hein. Donc, quand on a l'esprit libre, c'est mieux. Comme la dame tout à l'heure, il y avait une personne qui expliquait qu'en fait, elle était en train de réfléchir, tiens, je Oui. sais plus à quoi, mais Oui. elle réfléchissait. Voilà. devant. Heureusement que ça dure 1h30, hein, Oui. ceci dit. Oui. Quand même, hein, Alors, ça la laisse deuxième le temps, hein. partie de la question, c'est quelle est la période Alors, par rapport je crois que la précision est dans la question suivante parce qu'elle dit faut-il être dans la douleur d'un deuil pour réussir Voilà. sa Je TCH? pensais que c'était ça la Ouais, question en fait. d'accord. Oui. Par rapport à la précocité du deuil. Ben là, il n'y a pas de règle, vraiment. Vous savez que les médiums disent classiquement qu'il faut attendre 6 mois. Hmm. Bon, ils disent ça. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de médiums. C'est pas la question qu'il faut attendre que l'âme monte, etc. C'est plutôt la question qu'ils veulent que la souffrance du deuil soit moins aiguë. Parce que plus on est proche du deuil, plus c'est compliqué, la gestion du deuil. À distance, à 6 mois, déjà, ça commence à être apaisé. Et classiquement, on dit qu'au bout d'un an, un deuil devrait être apaisé. On n'est jamais soulagé d'un deuil, mais il est toujours là, mais apaisé. Au bout d'un an, c'est classique. Si on a des fortes dépressions au bout d'un an, ça devient pathologique, il faut le traiter. Et là, les médiums avec lesquels j'ai discuté me disent, mais on dit ça surtout par rapport à nos consultants qui sont trop dans le traumatisme, qui sont trop tristes et c'est trop violent la tristesse. Quand on a perdu un enfant, si on va voir un médium dans la semaine qui suit, c'est pas sûr que ça se passe très bien. Mais par contre, moi je suis sûr, je suis persuadé que l'entité, elle est contactable tout de suite, même au moment de la mort. J'avais fait venir dans mon service de réanimation Christelle Dubois, qui est une médium, et qui avait des contacts avec des comateux, qui avait vraiment des choses très probantes. En ignorant la vie du comateux, elle arrivait à trouver son passé, pourquoi il avait été hospitalisé, parce qu'il dialoguait avec lui. Et d'ailleurs, dans son livre, elle raconte que, comme elle était aide-soignante, c'est pour ça qu'elle s'est introduite dans les hôpitaux, comment il faut se comporter, etc. À un moment donné, elle fait la toilette d'un mort et l'entité se présente à côté d'elle. Donc c'était immédiat, c'est pas 6 mois. L'entité se présente, elle est en contact avec le médium et lui dit il faut pas oublier de mettre mon béret et mes bretelles. Ah. Et elle ouvre le sac et il y avait le béret et les bretelles. Et en TCH, on a eu des personnes qui se sont inscrites en couple avec un des deux qui entre-temps est décédé. Donc le veuf ou la veuve est venu faire la TCH et a eu des contacts avec sa moitié pendant la TCH. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ah, oui. Mais c'est vrai que nous, on conseille plutôt d'être à distance pour que le côté émotionnel soit un peu réduit, quoi, parce que ça peut être voilà, au niveau émotionnel
contacter tout de suite son défunt, ça peut être C'est ça, perturbant. c'est ça. Il y a un Ouais. travail à faire. Ouais. Une question très précise. Est-ce que vous allez venir à Vannes en 2023? Parce Oui. que, et où peut-on trouver en fait les dates des sessions de TCH? Alors moi, je les affiche sur mon Facebook, Sur le Facebook. Ben voilà. sur mon Facebook, sur ma page Facebook, dès qu'elles sont calées. Alors pour 2023, il y a déjà plusieurs hôtels qui ont été réservés. Tant que c'est pas Ah, confirmé, ok. je ne les mets pas. Puis il y a des hôtels aussi clairement qui ne veulent pas avoir ce genre de manifestation dans leur établissement. C'est pas facile. Il y a un cahier des charges compliqué. Il faut des salles, vous avez vu comment ça se passe, Oui. qui soient suffisamment vastes. Oui, pour 45 personnes. Pour 45 personnes. Il y a à la disposition des chaises autour, il y a à disposition des fauteuils relax, il faut que ça soit insonorisé, il faut que ça soit de préférence dans un hôtel pour qu'on puisse loger sur place, et pas qu'il y ait trop d'allées-venues. Il y a beaucoup de contraintes. Et si en plus il y a des hôtels qui, par conviction personnelle, le gérant refuse qu'il y ait ce genre de manifestation chez lui, et ben voilà, ça crée de vrais problèmes. Et c'est ce qui s'est passé à Strasbourg, on devait y aller, ben ça a été annulé. Il y a eu d'autres villes comme ça qui ont été annulées. Donc tant que c'est pas sûr, je le mets pas. Et Vannes est déjà programmé. Ah, ben voilà. Pour donc, 2023. Vannes Voilà, est programmé. pour 2023. Oui, parce que Et- Vannes, Rennes, ce sont des villes qu'on Oui. aime bien. Ah. Parce que pourquoi? Parce que nous avons des clients. Mais oui, vous avez vu? Alors, on Oui, fait oui, en j'ai vu. début de séance, on dit qui c'est qui est déjà venu? Et ça lève le doigt. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent et Oui, qui oui. viennent avec d'autres, qu'ils amènent parce qu'ils ont été Oui. conquis par la séance, et donc ils viennent avec d'autres, des amis ou de la famille. Ou il y en a qui viennent faire leur 3e, 4e TCH. Ouais. C'est un rendez-vous presque annuel. On a notre C'est vrai, clientèle oui, à j'ai vu Rennes et ça. à Vannes. Ah oui. Et bon, ma foi, une fois par an, un contact médiumnique, c'est pas de l'addiction, quoi, hein, on va dire. Bon, parce qu'il y avait cette crainte aussi que des gens deviennent addicts. Ouais, bah alors les Mais médiums, non. ils seraient addicts. Et les médiums, ils sont raisonnables. Les médiums Ils ils freinent contactent, aussi. ouais. Ils ont des contacts, mais ils disent souvent aux gens, ne venez pas me revoir avant 6 mois. Les médiums qui sont, voilà, qui sont honnêtes, qui sont, bon, Et il c'est y a de ça. tout, Ah, il y a évidemment. de tout. Voilà, c'est un tri à faire. Revenez me voir demain. Non, Voilà. ça doit On est exister. d'accord, Hein, ouais. bon. Le marabout qui fait revenir l'être cher, etc. Qui en sorcellent. Oui, ça existe. Et Laurence demande si on peut avoir des contacts dialogués. Elle parle de dialogue même avec les animaux défunts. Tout à fait. Ouais. Ah. Et on a ça en TCH. Et notamment des messages d'apaisement par rapport à l'euthanasie. Chaque fois que les animaux viennent, quand la fin de vie a été de cette façon, eh ben, ils viennent pour rassurer le propriétaire du chien ou du chat en disant c'était vraiment ce qu'il fallait faire et de ne pas culpabiliser pour ça. C'était le moment. Et c'était le moment, c'était pas le moment de rester sur Terre, et merci. Et remercie en plus les gens d'avoir fait ça parce que ça les a soulagés. Oui, tout à fait. Ça a soulagé la famille. Mais c'est vrai, ça soulage. Ouais. Anne-Marie vous demande est-ce que vous avez fait des TCH et qu'est-ce que vous avez vécu? Mais alors ce serait difficile vu que c'est vous Ben qui ouais, pour qui l'instant, il n'y a que parlez, moi qui fait ça. c'est ça. Et ouais, vivement qu'on mette en place ces formations, quoi. Et C'est pas mis en place? Ben non, elles ne sont pas mises en place parce qu'on avait un formateur, Jean-Michel Schlup. On avait quasiment bouclé le truc, et puis il y a eu la Covid. Ensuite, on a refait le truc et on avait dit bon, on fera dans un hôtel en présentiel d'un côté les TCH et de l'autre côté les formations. Ça aurait été Très nickel. bien. Comme ça, Étienne, avec son expertise musicale, il venait donner un coup de main. Marc aussi, moi évidemment, et Jean-Michel qui faisait ses formations. Et puis Jean-Michel a eu une opportunité dans le milieu médical de faire des... Enfin, il est parti sur un autre projet. Moi, je comprends très bien parce que c'était un projet qui était sécure et le nôtre ne l'était pas du tout. Donc, on attend encore. Peut-être on va mettre en place. On attend de voir comment on va se débrouiller en essayant de trouver un bon formateur. D'accord. Elisa vous demande pourquoi nous ne sommes pas, on ne se souvient pas de notre corps spirituel. Et en aura-t-on conscience un jour?
Ben, on en a conscience lors de ces expansions de conscience, justement, en TCH. Eh bien, il y a des gens qui sont connectés à leur vie antérieure, par exemple, Mm. et qui se voient évoluer à des époques différentes. Donc, ils ont une connexion avec leur âme ou avec leur esprit qui a traversé plusieurs vies, plusieurs incarnations, et qui leur donne des informations sur ces périodes. Mais quelquefois, on peut, en méditation ou en transe chamanique, retrouver, se connecter à son cœur, se connecter à son âme, à son âme pure, et voir un petit peu les chemins de vie qu'on a eus et le chemin de vie peut-être qu'on va avoir après, Mhm. sur le futur. Ça me fait penser à la conscience. Ce sont des thèmes, c'est un thème sur lequel j'aime beaucoup travailler. Dans la petite vidéo de présentation de la TCH, j'avais parlé de mon idée de modélisation de la conscience sous la forme d'un cône, et je Cône, viens de dire oui. le cône de glace parce que c'est plus marrant en Ouais, dessous là, avec le le petit bout de chocolat. chocolat. Oh, bravo. C'est mon élève, hein. Je vous préviens, c'est pas l'inverse. Et du coup, comment alors vous parlez beaucoup, vous parlez de cette conscience hors du cerveau, donc extra-neuronale, donc non créée par le cerveau. Comment vous pourriez un petit peu, comme moi, modéliser la conscience? C'est Oui. une question, pas une question piège du tout, mais Non, si non, vous non. avez déjà réfléchi à ça. Oui, bien sûr. Mais l'intérêt de parler de ça, c'est justement de dire qu'il n'y a pas de modélisation matérielle qui pourrait même représenter, même si vous dites un cône, ça va être forcément réducteur. Donc, il y a une telle expansion de conscience qu'il n'y a même pas d'espace, qu'il n'y a même pas de temps. On est connecté tant au futur qu'au passé. On est connecté à l'intégralité des forces telluriques et cosmiques. Donc, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Alors, je conçois que c'est compliqué pour le cerveau humain qui est habitué à cette restriction et à essayer de caser la modélisation géographiquement ou dans le temps. Ben là, non. C'est pas possible, tout simplement. Donc, il faut accepter cette idée qu'on ne peut pas avoir de représentation spatio-temporelle de la conscience intuitive extra-neurale. Mais Jean-Jacques, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du cône. Parce que le cône de glace, en haut, il n'y a rien. Oui, c'est rien. Oui, c'est rien, ça va. Ça dépend justement. C'est pour ça mais que il y a la base du cône alors. En fait, ça dépend de finalement de notre état de conscience. Si on place notre attention sur le petit morceau de chocolat, c'est juste Jean-Jacques Charbonnier, son histoire, ses croyances, etc. Mais ça, c'est une petite conscience. Et après, si on est en TCH, on est quand même dans un état de conscience modifié, et donc on a accès à plein de choses. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'aime bien le cône de glace. Oui. Vous voyez ? Je comprends. Voilà. Alors on est d'accord. Alors on est d'accord. Ah, j'ai vendu mon idée. On va s'acheter une glace. Oui, mais il y a quelque chose au-dessus du cône. Oui, mais on la mange. Qu'est-ce que c'est? Bardaf nous a... Alors, merci Bardaf, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Il a fait toute mon interview, en fait, Bardaf. Quel serait l'usage à faire de la prière, de l'intention de communiquer avec le monde invisible, mais aussi sur la manière de la pratiquer? Par exemple, avoir une pensée aimante pour une personne terrestre ou dans l'au-delà peut-elle avoir un impact bénéfique pour elle d'une façon ou d'une autre? Exemple pour sa CIE, la CIE de la personne. On a eu plusieurs prières d'intention qui ont été données sur des guérisons, avec des choses incroyables qui se sont passées. C'est-à-dire que la guérison était demandée non pas pour le participant, mais pour quelqu'un d'autre qui avait envoyé de l'amour à cette personne. En l'occurrence, on a eu une femme, alors ça c'était très spectaculaire. Elle a ressenti pendant la TCH une violente douleur au poumon. Et son fils devait être transplanté du poumon. Il avait une fibrose stade terminal, on devait le transplanter. Au moment de sa TCH, quand elle est rentrée chez elle, elle a constaté que l'oxymètre de pouls de son fils s'était amélioré, c'est-à-dire qu'il avait une fonction respiratoire meilleure. Et il a dit qu'il s'était senti comme jamais aussi bien pendant cette durée où sa mère envoyait des prières d'intention via la TCH à son fils. Et finalement, le résultat des courses, alors on ne sait pas si c'est secondaire à ça ou pas,
Mais il y a eu une guérison qu'on peut qualifier de miraculeuse, puisqu'il n'a Wow. pas été transplanté. Et les radios, les investigations, les IRM ont été faits ensuite sur le poumon, et les médecins ne comprennent pas. Il y a eu une amélioration spectaculaire de son état pulmonaire. Comment ça marche, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut constater les choses. Et on a eu beaucoup d'exemples comme ça, de guérisons induites par les participants qui s'adressaient en prière à d'autres personnes. Ouais, c'est fou. Hein. Donc c'est possible. Ouais, donc c'est possible. Et la prière, les groupes de prière, c'est ça, Oui, les groupes de prière. c'est vrai. Ça fonctionne parce qu'on envoie de l'amour aux gens, on envoie des prières d'intention via l'au-delà, CIE, et hop, ça agit sur la matière. C'est incroyable hein, de dire Ouais. ça. Ouais, c'est incroyable, mais- Ce mouvement créateur qui Ouais, part de ouais, l'intention. l'intention. Deuxième question, donc toujours de Bardaf. Un mouvement d'expansion de la TCH est-il déjà en route afin d'espérer une meilleure accessibilité, c'est ce qu'on voyait, hein, ainsi qu'une pérennité de cette pratique? Ben, c'est là mon souci, c'est que C'est votre je souci. voudrais mettre en place des formations rapidement pour que des gens fassent la même chose que moi. Surtout que la TCH soit peut-être orientée différemment, pas forcément en groupe, mais en hypnose conversationnelle. Parce que la TCH, vous connaissez l'hypnose puisque vous êtes hypnothérapeute, en TCH, on a toute une palette de possibles. Imaginons la personne va plutôt sur une vie intérieure, ben, en conversationnel, on va accompagner la personne là, ou plutôt vers un contact avec des fleurs, on va l'orienter là. Et ça, c'est tout à fait passionnant de faire la TCH. Ouais, c'est oui, intéressant. Donc il y a des possibilités, vous êtes en train de réfléchir au Ben petit oui, bébé de la TCH. ben oui, Ah, ouais, parce que je d'accord. ne voudrais pas que ça disparaisse avec moi. Comme, bon, Oui. j'ai Vous encore êtes jeune quelques encore, années, hein, mais quand enfin, même. quand même, on ne sait jamais. Il Hein. nous fait peur là. Avec toutes les menaces que j'ai sur ma tête, les canons de fusil, hein. Les drones. Vous savez, Balavoine, il est mort subitement, Coluche aussi. Hein. Tous ceux qui sont contre le système, ils disparaissent de façon... Enfin, je le dis, si jamais je disparais brutalement, ce ne sera pas un accident. Voilà, c'est dit. Parce que C'est je vois pas. enregistré. Non, mais franchement, je vois pas comment ils peuvent m'arrêter. Ils ont tout essayé. Comme dans le livre, Ouais. ils ont tout essayé. Me discréditer, voilà, et ça n'a pas marché, rien n'a marché. Au contraire, ça a amplifié le phénomène. Ils ont fait en sorte que je fasse mon métier, ça devienne mon métier. Et puis, quel coup de pub Ça fabuleux. devient votre métier. Ça a été un coup de pub fabuleux. Parce que quand les gens ne sont pas stupides, quand ils ont vu ce batching sur ma personne, quand ils ont vu qu'on m'attaquait, que les médias en remettaient une couche, et que d'un seul coup j'étais un fraudeur, quelqu'un qui faisait du blanchiment d'argent, tout ça a été, ça n'existe plus. Blanchiment d'argent et tout ça. Les impôts m'ont remboursé de l'argent que j'avais trop versé. Enfin, on a vraiment monté un truc, j'étais le diable. J'étais le diable. Un mauvais anesthésiste, alors que pendant 35 ans, j'ai jamais eu un problème. Ceci dit, le diable, s'il avait envie d'avoir autant d'impact et de notoriété, il prendrait votre peau. Ben, il prendrait des leçons avec moi, peut-être. Mais Dieu aussi. Hein. C'est Dieu ou le diable? Joli, joli. Ça dépend des jours. Joli. Beaucoup d'humour. Ben oui, Jean-Jacques. vous savez que dans le monde spirituel, ça rigole beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on dit quelqu'un qui a de l'humour, qu'il est spirituel, c'est pas pour rien, parce que Oui, c'est vrai. ça rigole beaucoup, et ils nous disent tout le temps, les messages qu'on reçoit en TCH, mais arrêtez de vous prendre au sérieux. Oui. Avec cette phrase incroyable, rien n'est grave et tout est juste. Alors on Oui. comprend pas. Nous serions là pour faire des expériences. Et plus ces expériences, c'est pour ça ce qui m'arrive, c'est vraiment, quand on prend de la hauteur, ça fait rien du rigoler tout. plutôt. Mais Oui, bon, aller dire ça quand à une on est en maman. garde à vue, ça ne doit pas faire rigoler. Hein. Non, ça Au ne fait pas moment, rigoler, mais après coup. sur le moment, ça ne fait pas Ouais. rigoler parce qu'on se dit, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? C'est d'une violence inouïe. Et surtout mon épouse, en plus, Oui. qui a été mise en garde à vue, alors qu'elle y est pour rien. Mais pour rien du tout.
on lui a reproché d'aller poster des livres à la boîte aux lettres. C'était ça, la complicité de mon business de livres. Elle est complice de meurtre. Elle est On n'y complice peut de rien. trucs terribles. Ouais, Alors, effectivement, ouais. au niveau fiscal, à un moment donné, je me suis fait déborder parce que j'avais des revenus d'anesthésiste plus des revenus de TCH qui marchaient très bien et qui ont marché encore mieux après la garde à vue d'ailleurs, parce que ça m'a fait de la pub, et des revues d'écrivains qui ont explosé parce que, bon, jusque-là, c'était plomb-plomb, hein. J'ai écrit 21 livres, mais c'était très tranquille, Ah ouais? les tirages. 21 livres, j'ai écrit. Mais c'était tranquille parce que moi, ça fait un petit moment que je connais vos Oui, mais travaux. disons qu'il y a eu de gros tirages, de gros revenus d'auteur dans les 6 dernières années. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Oui. Où là, mes livres ont été bien distribués. Ouais. Beaucoup ont été traduits à l'étranger. Il y a 13 pays qui m'ont traduit. Donc ça a explosé. Et du coup, mon comptable, qui n'avait pas l'habitude de ces revenus, il les a classés dans des revenus médicaux. Et on n'a pas le droit. Ah oui, non, effectivement, Et non. non. Mais moi, je sais. Revenu d'auteur. Alors moi, j'avais un oui, cahier comme c'est- ça. C'est compliqué, ouais. Hein, à la fin de l'année, je paraphais et je lisais rien. Donc c'est ma faute. J'avais Ouais. qu'à lire. Et mon comptable a fait des conneries, quoi, il faut le dire. Et c'est à cause de ça que je me suis retrouvé dans cette situation où les médias m'ont fait passer pour le pire des escrocs. Mais en fait, même le brigadier, lors de ma garde à vue, m'a dit, mais ils ont cru arrêter Mesrine, ils ont arrêté Simplet. Parce que vous n'y comprenez rien, vous n'avez. Ah ben non, ça je n'y comprends rien. Je faisais confiance à mon comptable et qui lui, manifestement, n'y comprend rien non plus, quoi. Donc c'est tout. Hein. Ouais. Compliqué, difficile en tout cas. Ouais, mais il n'empêche que quand même, il y a quand même cette image qui reste. Parce que quand c'est accroché sur les réseaux sociaux, tout ça, vous regardez mon Wikipédia, mais il dit, mais qui c'est ce mec? C'est un truand. Ah, j'ai pas regardé ça. Ah ben, J'ai- Wikipédia Ah ouais. a été alimenté par des détracteurs, sûrement. Parce que s'il y avait des fans, ils n'auraient pas écrit tout ça, ils auraient écrit plutôt les bonnes choses et pas les mauvaises. Donc j'ai la malchance. Alors peut-être on peut s'adresser à des gens qui manipulent Wikipédia et qui sont fans. Et peut-être qu'ils vont pouvoir corriger le tir. Parce que je ne sais pas moi comment ça marche Wikipédia. Il Je paraît sais pas. que n'importe Je qui sais peut pas du publier. Et il y a certains. Voilà. Dites-nous dans les commentaires comment fonctionne Wikipédia. S'il y a Je une bonne sais âme pas. charitable qui veut rétablir la vérité, eh ben, elle sera le bienvenu. Voilà. Ceci dit, je m'en fous. Mais Ouais, bon, non, ça c'est fait pas douloureux plaisir quand quand même. Ça non, fait pas plaisir. non, moi j'aimerais pas non plus. Donc du coup, comme vous êtes le diable, auriez-vous un conseil? C'est Bardaf qui vous demande. Il me dit que je suis le Non, ah bon, je plaisantais, bon, d'accord. Parce que là, je lui aurais pas répondu quand même. Hein. C'est vous qui avez dit ça, donc je crois que- parce que ça me faisait rire d'image. On va couper. Avec des cornes En de diable. fait, je disais, c'est marrant parce Il qu'on le dit que faut. vous êtes le diable et il vous demande un conseil, donc c'était drôle. Ça fait rire que moi. Donc on va couper ça. Non, vous pouvez Oh, le vous laisser. faites rire, arrêtez. Non, non, je vais pas dire ça. On va couper parce que là, les gens vont se dire, c'est le diable, on sait jamais qui écoute. Ok, je recommence. Je reprends. Oui. Du coup, Bardaf vous demande si vous auriez un conseil à lui donner, à lui et à toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur voie. Je lui dirais, il faut écouter son cœur. Il faut écouter son intuition et pas son analyse. Parce que si on écoute son analyse, eh ben, on passe à côté des choses essentielles. Et il y a des moments où il ne faut pas être raisonnable. Moi, si j'avais été raisonnable, eh ben, jamais j'aurais fait ces ateliers de TCH parce que c'était sûr que j'allais m'en prendre plein la figure. Mais je regrette absolument pas parce que c'était vraiment mon chemin. Je regrette absolument pas d'être avec vous en ce moment. Très bien, très bien. Alors que si j'avais analysé les trucs, j'aurais dit, mais mon pauvre Coco, ne te mets pas dans cette galère. Tu vas avoir les... Voilà, métier d'anesthésiste. Oui, j'étais bien rangé, métier d'anesthésiste, gagne bien sa vie,
j'étais pas emmerdé, j'allais au golf, Hmm. voilà, Ouais, tranquille. un cas sur le cocotier, machin truc, la piscine, machin. Mais non, il y avait quelque chose de plus fort qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Oui, c'est vrai. Et on voit ça dans les livres. Je ne l'ai pas ici. Non, je ne l'ai pas ici. Dans le parcours, dans le livre qui s'appelle 7 choses. Pas 7, le nombre, hein, C-E-2-T-E. Mhm. 7 choses. On voit le parcours de Jean-Jacques Charbonnier qui explique, non, je ne vais pas tout dire, mais au départ, c'est rencontrer la chose. Qu'est-ce que la chose? Eh bien, la chose, Ben oui. vous verrez en regardant Et vous cette n'avez chose. pas lu ce truc? Non, Ah je ne ouais, l'ai pas. voilà. Je l'ai pas. C'est la non. suite de cette chose. Ah, Ce truc. bon, bah la suite. Ouais, ce truc. Ah, vous m'intriguez. Ah ben oui. C'est normal, c'est le but. C'est le but. Ça marche. Exercer l'amour inconditionnel, nous dit Bardaf, serait la principale raison de notre venue sur Terre. On voit ça effectivement avec les ovnis. Oui. Ce que vous rappelez d'ailleurs, vous rappelez bien, Mm. durant la TCH, Jean-Jacques nous dit, on nous dit quelque chose quand on passe de l'autre côté. Pas combien tu as, comment est ta voiture, ou je ne sais plus exactement ton compte bancaire. Non, non, on nous dit comment as-tu aimé les autres, qu'est-ce que tu as fait pour les autres. Et c'est vrai. Et Mm. Nicole Dron le rappelle aussi, Oui. nous a dit ça aussi. Donc il nous dit, auriez-vous des méthodes ou exercices et ou état d'esprit à nous partager pour s'en rapprocher? Il dit, j'imagine que cultiver sa CIE est déjà un début. Ah oui, c'est sûr. Ah ben voilà, vous avez la réponse. C'est sûr. Et l'amour inconditionnel, c'est tellement difficile. Donc méditer, observer ouais. ses réactions, Accepter accepter. les choses avec bienveillance. Déjà, la bienveillance, c'est une arme absolue, la bienveillance. C'est le titre Eh ben du voilà. livre. C'est ça que vous avez exercé Et avec tout ce qui vous est oui, arrivé. Oui, la bienveillance. L'amour inconditionnel. Ouais. Ça a C'est été, le titre d'un livre de Didier Van Covelard qui s'appelle comme ça. La bienveillance, c'est une arme absolue. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et il parle de ça. Et c'est l'arme absolue, la bienveillance, vraiment. Parce que si vous êtes dans une position où vous recevez la colère de l'autre, ben, la tendance naturelle, ça va être de monter en échelon en colère et d'agresser encore plus. Ça n'en finit plus, ça aboutit au pire des choses. Il y a des gens qui se mettent sur la figure pour une place de parking. Donc, si vous êtes dans la bienveillance, ça désarme totalement la personne qui se met en colère contre vous, par exemple. Moi, j'ai remarqué que quand ma propre pratique, c'est d'accueillir les émotions telles qu'elles sont, de ne pas les juger, de les laisser être, de les laisser évoluer. C'est aussi ce que vous expliquez un petit peu durant la TCH. Hein. Oui. J'ai remarqué que certaines personnes parlaient des sensations physiques qu'elles avaient lors de la TCH, et j'explique que voilà, on peut ressentir des choses, on peut avoir des pensées, on peut avoir des émotions, et on peut avoir des ressentis physiques. Et là, finalement, laisser faire, laisser être, ça peut être des guérisons, ça peut être des signes, etc. Oui. Donc, vous parlez bien, moi j'entends ça, vous parlez bien du coup du non-jugement de ce qui se passe. Bien sûr. Et donc ça, c'est une pratique spirituelle au quotidien qui est de accueillir, accepter. Oui. Donc on parle là-dessus, Bardaf. Hein. Voilà. On parle là-dessus. Et sa 5e question, je vous ai dit, hein, il m'a fait l'interview. La 5e question de Bardaf. Les égrégores sembleraient concentrer des énergies positives particulièrement bénéfiques pour un meilleur taux de réussite d'une TCH. Ces énergies ont-elles aussi un impact sur nos vies matérielles? Sur nos vies matérielles, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas du tout. Il parle d'égrégores. Donc déjà, ça voudrait dire qu'un égrégore, c'est quand même une concentration d'énergie, mais faite avec... Sur nos vies matérielles, peut-être qu'il veut dire sur la réussite, Je pense qu'il est plutôt dans l'amour. Ouais. Non? Je sais pas. Ouais. Mais c'est efficace en tout cas. Pourquoi il y aurait des séances plus fortes que d'autres? C'est toujours le même protocole qu'on fait. Hein. Vous avez assisté à 2 TCH? J'ai assisté à 2 TCH. J'en ai fait une et j'ai assisté à l'autre en essayant de filmer dans le noir, ce qui était un peu compliqué. Et je me posais la question justement, est-ce que vous êtes tout le temps dans le même état? Parce que je vous voyais, Jean-Jacques est très concentré, en train de voilà,
il est dans son truc, il fait ses mouvements de son, de voix, il baisse, voilà. Comment vous vous sentez? Comment vous vivez ça? Il y a pas, il y a- Les protocoles sont les mêmes, mais on varie les choses. Évidemment, ceux qui assistent à une ou deux TCH, ils ne vont pas voir la différence, mais quelquefois, on inverse les séquences, quelquefois, on rallonge certaines. On a des petits signes entre nous. Oui, j'ai vu. Entre Etienne et moi pour Etienne et des vous, codes. oui, j'ai vu. Ça fait tellement longtemps qu'on se pratique tous les deux. 25 000 participants, c'est pas rien. Ça représente, j'avais calculé, 550 TCH. Ah ouais. Et ouais. Donc, on a des codes et en fait, rien n'est enregistré. Donc, Étienne module en direct les sons, les graves, les aigus. Des fois, il sent qu'il faut mettre davantage de graves, des fois, il remonte des aigus. Et on est à peu près synchro tous les deux sur la notion de profondeur, d'allègement de l'hypnose en fonction de la salle. Parce que même si vous avez vu, vous êtes promené, la salle est immobile, mais il y a quand même des énergies et quelquefois on sent pas de l'agacement, mais quand ça bouge un peu trop, donc là on approfondit, on met plus de grave. Enfin, on se fait guider nous aussi. Ah oui, donc vous êtes à l'écoute, enfin vous êtes en observation, parce que du coup le casque c'est aussi pour la musique que vous avez vous-même. Oui, on a le retour, mais on a aussi le visuel et puis quelquefois on a plus que le visuel. Quand quelqu'un se met à ronfler, bon, c'est plus que le visuel. Et on a, s'il y a 3 personnes qui toussent en même temps, par exemple, on se dit tiens, là ça lâche un petit peu, il faut approfondir. Voilà. Donc on ressent, d'ailleurs même les artistes sur scène disent on ressent le public, mais c'est vrai, même dans le noir, ils sont artistes, ils ne voient pas le public, mais ils le sentent. Et bien en TCH, on le voit en plus. Donc on sent vraiment les énergies du groupe, et les TCH se suivent, elles se ressemblent, c'est vrai, mais elles sont différentes. Et les égrégores que l'on fait, ben, tout de suite on sent l'énergie du groupe. Quand on se branche comme ça, on sait si ça va marcher ou si ça va pas marcher, parce que il y a des énergies qui sont fortes, et puis il y a des groupes où il y a moins d'énergie. Et tout à l'heure, Jean-Jacques expliquait que parfois il y a des magnétiseurs, des gens qui sont habitués à l'énergie, des médiums qui sont dans la salle, et que bien, ça change un petit peu effectivement l'énergie de la salle et l'égrégore. Et quelquefois je fais le test quand on a quelquefois on a des séances exceptionnelles, franchement, où tout le monde parle, tout le monde a eu un truc, et avec des choses très émouvantes. Alors je fais le test, je dis, cette séance elle a été particulièrement bonne, y a-t-il des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs parmi nous? Et ça lève le bras de tous les sens, parce que ça veut dire qu'ils portent les énergies, ils nous apportent l'énergie, leur énergie. Et quand il y a des gens qui sont forts en énergie, eh ben, les séances elles sont réussies, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais si ces gens sont vraiment forts en énergie, eh ben, ça va apporter vraiment de bons résultats. C'est bien ça. Ouais. Donc en fait, il faudrait inviter dans les séances, à chaque fois, quelques médiums et quelques magnétiseurs. Mais ils s'invitent tout seuls. Hein. Ils s'invitent tout seuls parce qu'ils viennent. Il y a pas mal d'hypnothérapeutes, il y a pas mal de médiums, de magnétiseurs, de guérisseurs, puis des gens qui pratiquent les énergies. Bien sûr. Et la question de Bardaf était aussi par rapport aux égrégores sur le fait que est-ce qu'il y aurait un impact positif du coup sur le monde? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Si on arrivait à s'aligner tous, à faire des chaînes de prière, comme il a fait allusion aussi, à se réunir. Il y a une association qui s'appelle FIMB, et ils font la prière du 20h. Femmes internationales, mur brisé. Alors bien sûr, ils ont été accusés de mouvements sectaires, évidemment. Alors qu'il n'y a pas de gourou, il n'y a pas... ce sont des associations. C'est une femme qui s'appelle Evelyne Mesquida et qui a réuni des associations caritatives qui aidaient l'humanité. Voilà. Et à cause de ça, on dit que c'est une secte. Enfin, c'est complètement fou. Et donc, elle a eu cette idée. Elle a eu l'idée de rassembler les gens à 20h pour prier pour que le monde aille mieux. Mais même 30 secondes. Mais, enfin, un petit peu plus, mais envoyer cette intention aux gens. Envoyer cette intention à l'univers, au monde.
Et ben voilà, ces égrégores, moi j'y crois, moi je pense. Je le fais d'ailleurs avec ça. Ah Quelle heure il est ouais, là? on va le louper. Ah ben non, je ne l'ai pas fait cette fois. On a fait autrement parce que là c'est une autre sorte de grégor. Les Bardaf nous demandent encore, les énergies sont-elles douées de conscience ou d'intelligence? Ou sont-elles simplement des courants d'information exprimant une volonté et des ressentis à un instant T? Ouais, moi je pense que les énergies ont de l'information. Alors est-ce que ces informations ont une intelligence et ont une conscience? Ça, c'est autre chose. Il faudrait savoir ce dont on parle quand on parle d'énergie aussi. Hein. Oui, et oui, parce qu'il y a aussi les énergies négatives, voilà, il n'y a pas que du positif dans les énergies. Tout est énergie. Tout est énergie. Et information. Alors pour moi, d'après mon travail, je vois que les émotions, tout est énergie pour moi. Mais c'est un mot, pour moi c'est un mot valise, hein, parce que j'appelle ça énergie, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des ressentis, ce sont des choses que je sens dans mes mains et ce sont des choses que les gens sentent. Et l'idée derrière, c'est de dire, ok, il n'y a pas de choses négatives. Ce qui va rendre négative, c'est ce dont vous parlez aussi à un moment dans la TCH, j'ai entendu. Ce qui va rendre négatif, c'est le fait de les coincer, de lutter contre ça. Et vous expliquez bien d'ailleurs que il faut laisser faire, voilà, ça va circuler, ça va. Je ne sais plus comment vous le dites, hein, je transforme vos mots, mais c'est bien. Moi je trouvais ça plutôt pas mal parce que les gens ont un peu l'habitude souvent de se dire ok, j'ai de la colère, c'est normal, je vais la laisser être, parce que voilà, elle est là. Ouais. Et souvent ils se disent ah, c'est une énergie négative, je devrais être en joie. Ben non, ils culpabilisent, voilà. Et donc vous vous rappelez que non, on peut ressentir des choses, etc. Mais voilà, au contraire, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui, c'est ça. La dame qu'on a vue tout à l'heure qui était exposée de pleurs et tout ça, malheureusement, je suis sûr que ça lui aura fait du bien. Alors ceci dit, je dis malheureusement, sauf que en fait, c'est exactement l'exemple de ce dont on parle là, parce qu'elle a retenu, disait-elle, pendant toute la TCH, toutes ses émotions, et à la fin, elle a lâché. Et là, ça lui fait du bien. Et Étienne était là pour lui dire, mais non, laissez faire. Et vous êtes arrivé pour dire, on y va, on laisse faire. Lâchez. Envoyez tout. Envoyez la sauce. Oui, c'est ça. Martine, est-ce que la TCH est obligatoire avec une sortie de corps? Non. Alors pourquoi pose-t-elle cette question, Martine? Parce que dans le protocole, il y a la sortie de corps qui est suggérée, mais je l'explique c'est une bonne question, parce que avant je ne le précisais pas ça, mais il y a tellement de gens qui me disent j'ai loupé ma TCH parce que je ne suis pas sorti de mon corps, que maintenant je précise que ce n'est pas la peine de valider cette suggestion de sortie de corps pour faire une belle TCH. On peut faire une très belle TCH en étant en conscience modifiée sans pour autant valider cette suggestion. Voilà. Et Roger demande si après une TCH, on peut avoir des capacités de médium ou même avoir accès à la physique quantique. Ça, c'est pas pareil. Les physiciens quantiques, ils rigoleraient. Parce que c'est vrai que la physique quantique, c'est assez compliqué. Je pense qu'il se pose la question parce qu'il a entendu, à mon avis, des expérienceurs. Donc, les expérienceurs sont des personnes qui ont vécu une expérience de mort. Qui comprenaient tout surtout. Oui, qui revenaient effectivement, même avec des... Moi, j'ai entendu un expérienceur parler de physique quantique. Il disait qu'il avait... Oui, mais... C'est pas ça? Oui. Il me semble. Enfin, moi, l'expérience que j'ai des expérienceurs, c'est que, comme Jean Morzel, par exemple, il disait, quand j'étais de l'autre côté, j'avais l'omniscience. Je savais tout sur tout, je savais calculer tout. Hein. Et maintenant que je suis revenu, je ne sais plus rien, sauf que je savais tout. Mais quand j'étais de l'autre côté. Oui, c'est ça. Alors... peut-être que quand on est en expansion de conscience, on comprend la physique quantique, c'est pas impossible, mais revenir de cet état et la comprendre encore, c'est pas sûr. Par contre, la médiumnité, oui. La médiumnité, il y a des gens qui ont eu des perceptions médiumniques après les TCH, qu'ils n'avaient jamais eu. Des gens qui sont devenus magnétiseurs après les TCH, parce qu'ils ont eu cette révélation, qu'ils ont eu de l'énergie dans les mains, la chaleur dans les mains, et ça les a révélés. Ça leur a révélé une capacité de magnétisme. C'est même, je me souviens tout à l'heure, vous disiez, il y a une personne qui n'avait senti dans sa TCH que ça. Et vous lui avez dit, c'était une hypothèse, vous lui avez dit, peut-être que c'est une information pour vous dire, il y a peut-être quelque chose à travailler, un travail à faire avec les mains. Elle nous avait beaucoup peiné, cette dame, parce qu'elle avait une séquelle de blessure
d'un accident de voiture et elle avait perdu son fils et son fils unique et son mari dans l'accident. Et clairement, elle était venue chercher le contact avec ses êtres chers lors de la TCH. Elle espérait beaucoup ça, elle ne l'a pas eu. Et non seulement elle l'a pas eu, mais elle n'a rien eu du tout. Elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. Elle a trouvé la séance très longue. C'était très pénible parce qu'elle attendait ça, elle ne l'avait pas. Donc elle était très triste. Elle avait eu simplement les mains qui chauffaient. Et moi, je lui avais dit au débriefing, si vous avez eu cette seule information, ça veut dire qu'elle est importante. Peut-être que ça veut dire que vous avez de l'énergie dans les mains. Et on a revu cette dame plusieurs années après. Elle est revenue en TCH. Elle a fait d'ailleurs une très belle TCH cette fois-là. Et elle nous a dit, cette révélation a changé ma vie. J'étais infirmière libérale. Je suis maintenant magnétiseuse, guérisseuse et je vis de ça. Donc, ouais. Bon. C'est pas la quantité d'informations. Donc à tester, à essayer. Ouais. Alors avant de se dire au revoir, avant de quitter, je suis sûre que vous êtes tous tristes, en larmes, mais rassurez-vous, on retrouvera Jean-Jacques bientôt. Je vous montre le livre. Ah, on ne le voit pas bien, moi je mettrai la lumière. J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Alors, mon fils a fait une petite blague. Hein. Il a dit, c'est un tueur en série ou pas? Oui, voilà, j'imagine. C'était un peu le but. Donc là, c'est ce livre qui parle de la TCH. Non. Celui en parle. Il en parle. Il en parle. Si, mais je disons lu, que oui, il en parle. Il en parle. Mais disons que pour avoir une idée plus, avec beaucoup plus de témoignages, c'est le premier livre que j'ai écrit qui fait. Rappelez-moi son titre. Contacter les défunts par hypnose. Ah, ben je l'ai pas lu. Ouais, il est gros. Voilà, j'ai pas fait mes devoirs. Il doit faire presque 300 pages et il y a beaucoup de témoignages. Ah. Donc celui-ci, après tous les livres qui ont été édités chez Très Daniel, reprennent de la TCH avec peut-être un intérêt sur la conscience intuitive extraneurale que vous avez présenté. Oui, tout à fait. Et puis aussi devenir hyperconscient. Oui, devenir hyperconscient, je l'ai présenté à plusieurs reprises, notamment dans un article que j'avais écrit, parce que je trouvais ça très très intéressant, pertinent. Et puis le livre que vous écrivez sous un format assez sympa, La vie expliquée aux enfants, la mort et aux adultes, la mort expliquée aux enfants, que je n'ai pas avec moi là, mais qui sont des formats sympas, vraiment comme tout. Et l'autre livre avec des illustrations, là, comment s'appelle-t-il, quasiment sous forme de BD d'ailleurs. C'est La mort expliquée aux enfants. Ah, c'est La mort, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est ce format-là qui a été revu, version illustrée. C'est ça, version illustrée. Moi, par je l'ai, Benoît Flamec. Et j'aime bien. Il fait des très très jolis dessins. Ouais. Et c'est vrai que pour les enfants, ils aiment bien les dessins, donc ça les aide. Oui, c'est vrai. Puis c'est même pour nous, c'est agréable. Oui, sympa. Bien sûr. C'est aussi aux adultes. Il faut commencer par là d'ailleurs. Et je pense que si vous êtes d'accord, on se reverra peut-être à Vannes. Ah ben avec grand plaisir. Oui. Eh bien, on se donne rendez-vous à Vannes avec Jean-Jacques. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde. La TCH, c'est aussi Étienne Dupont. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de l'interviewer. Étienne, on a fait une petite... J'ai fait une petite TCH là avec toi et avec le groupe. Et j'avais quelques questions à te poser si tu veux bien. Tu es d'accord? De toute façon, tu n'as plus le choix maintenant. Tu es pris en otage. Voilà. Tu utilises des sons binauraux, c'est ça? Oui. Et qui a eu l'idée de faire ça? C'est toi? C'est Jean-Jacques? C'est moi, puisque c'est mon métier, le son, ça déjà. Et puis c'est pas uniquement, on dit tout le temps les sons binauraux font partir, etc. Mais en fait, des sons binauraux, tu en as toute la journée. Quand tu entends un son qui arrive à ton oreille droite, il est légèrement décalé avec ton oreille gauche. Donc du coup, tu as deux sons différents avec des fréquences différentes. Et ça stimule plus ou moins ton cerveau. Donc en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. On te cite toujours les sons binauraux comme étant quelque chose... Mais voilà, en fait, dans la vie courante, il y en a régulièrement, mais en tout cas, ça permet au cerveau déjà, ça amène un certain réalisme, entre guillemets. Et effectivement, en travaillant certains sons, certaines fréquences, effectivement, on a constaté qu'il pouvait y avoir des petits effets sur le cerveau. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment... c'est pas des certitudes, il y a des études, mais... Dans mon expérience personnelle de la TCH, j'en ai fait 2 du coup, si, ça a un impact en fait. Oui, mais c'est pas que les sons binauraux en fait. C'est quoi alors? C'est les modulations. Parce que les quand modulations, je te parle, si je te crie dessus, ça va pas te faire du bien. Si je te parle doucement
Et chaleureusement, ça va te faire du bien. Ok, donc tu veux dire que c'est la voix de Jean-Jacques, les sons binauraux, L'intention, l'intention. la façon dont tu modules, la façon dont tu mets le volume, c'est la façon dont je te parle. Quoi que tu fasses dans la vie, que ce soit un geste, que ce soit la parole, que ce soit une musique que tu diffuses, que ce soit une image que tu choisisses, elle peut être pétante de couleurs, elle peut être agressive, elle peut être douce, ton geste peut être rapide comme je le suis maintenant, il peut être beaucoup plus doux, Mhm. il peut être porté avec beaucoup plus d'attention. Donc tout a une importance, de l'intensité que l'on met dans un geste, dans une musique, dans une photo, ça génère chez toi certaines émotions. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Hmm. En fait, si tu veux, le son et la technique du son, je baigne dedans depuis toujours. Oui. Mais pour faire la TCH, j'ai pensé émotion. Je suis à l'accueil au départ, déjà pour ressentir un peu les personnes, parce que chacun arrive avec une émotion différente, pas d'émotion, beaucoup d'émotions, de la peur, de la crainte, de la joie, de tout. Et c'est important que je sache qui est dans la salle, parce que ce sont toutes ces personnes qui vont m'inspirer la façon dont je vais moduler la musique. Parce que la musique, c'est juste une base, c'est comme vos cordes vocales, mais après, c'est ce que je vais moduler qui va donner une certaine émotion. Donc en fait, elle est vivante, c'est jamais tu reviens demain, tu reviens après-demain, ce sera pas la même chose. Et je le fais en fonction de mon ressenti et des gens qui sont dans la salle. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et ton parcours, alors, qui t'a amené à ça, tu peux m'en dire parce que je pense que tu dois repartir. Ce serait un peu long, mais disons que moi, le dernier métier que je faisais, j'étais en radio, j'étais directeur artistique de production. Ouais. Et déjà dans le son, déjà un travail qui s'adresse à un grand public. Mais j'ai vraiment été amené vers ça. J'ai des collègues qui sont venus me chercher. C'est vraiment dur à expliquer parce que ça s'est passé de manière. C'est inattendu. Ça s'est goupillé au fur et à mesure d'une manière improbable. Au début, j'ai fait l'atelier, j'ai tout préparé. Je leur ai dit voilà, je le fais 4, 5, 6 fois. Et après, je vous laisse. Et en fait, pas du tout, parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, que c'était pas du tout morbide. Parce que quand on parle de la mort, on se dit peut-être que ça va être un peu morbide. Et en fait, non, ça redonne de l'énergie aux gens, ça leur permet d'avoir un autre rapport avec la mort, et puis de se poser des bonnes questions qui se sont souvent déjà posées, parce que la plupart des personnes qui viennent ont perdu des proches. Mm-hmm. D'autres viennent parce qu'ils veulent essayer de découvrir d'autres sensations ou de s'ouvrir à d'autres mondes, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas vraiment à quoi exactement on s'adresse, mais on sent qu'il y a quelque chose. Donc ces gens, eux, ont déjà un vécu puisqu'ils ont perdu quelqu'un, et c'est là qu'on se rend compte que le lien, c'est ce qui est le plus important dans la vie, parce que tout le reste est remplaçable, mais pas l'amour que vous recevez ou que vous ne recevez pas. Donc voilà, on en parle toujours, on dit l'amour, c'est bien d'en parler, mais c'est difficile à saisir, c'est pas toujours facile à donner, et on n'est pas tous habiles à le donner ou le recevoir, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est comme le reste, il y a une certaine intensité, il y a un certain savoir-faire. Et les gens qui viennent en TCH, ils ont déjà été un peu bousculés, ils sont déjà un petit peu plus sensibles, et ils comprennent un petit peu mieux cette valeur-là, et je pense qu'ils viennent la chercher un peu plus profondément, ou essayer de creuser un peu la chose. Donc la meilleure chose qu'on peut donner, je pense, personnellement à travers la TCH, c'est cultiver ce lien d'amour. Et comme l'amour n'a pas de dimension, que ce soit la mort ou la vie, il est partout. Il est partout. Tu dirais que c'est ça que ça t'apporte, la TCH? Pour moi, personnellement, c'est pour ça que je suis là. Pour le reste, après, chacun fait ce qu'il veut. La liberté est importante. Merci Étienne, merci beaucoup. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire? Il fait beau. Il fait beau. Merci beaucoup. J'ai une super nouvelle à partager avec vous. Le reportage que vous avez vu à l'instant va aussi paraître dans la revue qui s'appelle Infinité, dans laquelle je travaille en tant que rédactrice et même chef de rubrique de la première partie. Je me suis beaucoup amusée à faire ce reportage, mais j'ai aussi travaillé très sérieusement sur un dossier central qui sera dans la revue sur les expériences de mort imminente. Je vous laisse le découvrir.